c'était la thématique de cette table ronde. Comment perdre ses abonnés? Vous pensez bien qu'on va surtout se focaliser sur l'antithèse, c'est-à-dire comment ne pas les perdre, comment, voire même en gagner. Je voudrais juste faire un petit sondage très, très bref, histoire de voir un petit peu à qui on a affaire. Quels sont les professionnels du digital et du numérique dans la salle? Si vous pouvez juste lever la main pour qu'on ait un petit peu une idée. Parfait, très bien, merci beaucoup. Donc, je vais entamer cette table ronde avec 4 invités qui vont pitcher très rapidement pour se présenter les uns les autres. Et puis, je reprendrai le relais et puis on va faire un échange de questions-réponses avec nos intervenants. Donc, honneur aux dames. Julie. Merci. Julie, consultante et formatrice en communication digitale. Donc, j'accompagne les entreprises à se faire connaître sur le web. Rémi, on a une agence social média à la fois spécialisée sur la partie communication et publicité. Et on accompagne à la fois les entrepreneurs et les entreprises à trouver des clients et construire une communauté. Nassim, je gère une agence digitale de 6 personnes qui aide des professionnels à entrer en contact avec d'autres professionnels sur le réseau LinkedIn. Merci. Il n'y a pas un micro ? On partage. Cyril, fondateur de l'agence Cyril Digital et également formateur en marketing digital et en réseaux sociaux dans diverses écoles et en particulier. Donc, comme on le voit, nous avons affaire à des spécialistes de la relation client et des réseaux sociaux en particulier. Donc, on va être amené à aborder différents sujets, différents types de médias, certainement. Je vais juste démarrer et introduire par une petite histoire sur laquelle je vais les faire rebondir. Quelque chose que j'ai vécu avec un de mes clients qui, petite entreprise de négoce, un petit peu de services, mais principalement de l'achat, revente de produits, de biens de consommation. Petite équipe marketing avec 2 personnes, 2 jeunes, 25-30 ans, très performants, qui pendant 4 années ont mis en place des opérations marketing particulièrement pertinentes et puis qui ont créé une communauté de clients B2B, en l'occurrence, particulièrement active. Et malheureusement, les 2 personnes du marketing ont été débauchées le même mois par 2 entreprises différentes et ont quitté donc cette fameuse société. Le dirigeant, persuadé que sa communauté pouvait encore vivre tranquillement et ainsi de suite, n'a pas cherché à remplacer, n'a pas cherché voire même à sous-traiter. Et il s'est retrouvé dans une situation, au bout de 4-5 mois, presque 6 mois, assez dramatique. Il a perdu plus de 30% de sa base de clientèle. 30%, c'est absolument énorme. Et au passage, son image s'est particulièrement entachée. Sur les réseaux sociaux, il a commencé à avoir des avis de plus en plus négatifs. Aucune réponse de sa part. Personne pour s'occuper d'émettre des réponses. Et le buzz est arrivé très très vite, comme quoi l'entreprise n'était pas à la hauteur, n'avait plus les services qui étaient se proposer, ce qui était à moitié vrai, puisque le reste de l'entreprise fonctionnait, en l'occurrence. Mais il y a eu une sorte de buzz et puis de contre-information qui fait que il a perdu énormément de sa base active. Qui dit perte sur sa base active, je peux vous garantir qu'il a perdu aussi du chiffre d'affaires. En l'occurrence, ça a été plus de 15%, c'est quand même assez représentatif, perdu sur cette période semestrielle, sur 6 mois. Et le temps de réagir, de réaliser, on va dire, et ensuite de réagir, il lui a fallu pratiquement 1 an et demi pour revenir à un niveau à peu près normal. Donc voilà, c'est simplement cette petite histoire que je voulais partager avec vous, sans donner de nom, ça reste anonyme, mais qui était assez représentative de l'importance qu'il y a donc à entretenir et à faire grossir, tant qu'à faire, sa base client. Alors ma première question pour chacun d'entre vous serait quelles auraient été les bonnes pratiques dans ce type de situation à mettre en œuvre? Donc Julie. La première chose, ça va être vraiment l'anticipation, tout simplement, comme tu as dit. Il faut savoir que quand on met en place une stratégie de communication, notamment qu'elle soit digitale ou pas, ça demande en fait du temps. Ça demande du temps à mettre en place, mais quand elle est en place, ça peut aussi très vite dégringoler. Donc il faut vraiment anticiper vos besoins et il faut aussi réagir. Si ça vous arrive, il faut réagir rapidement, trouver des solutions, puisqu'on voit que ça a un impact important pour l'entreprise. Oui.
Ouais, je dirais qu'aussi c'est de garder cette régularité puisque ces personnes-là n'ont pas été remplacées et que en fait, comme le dit Julie, c'est sur le long terme au niveau de la communication. Et donc, quand on arrête de communiquer directement, on est plus visible du tout en fait auprès de ses prospects, auprès de son audience. Et c'est pour ça que par exemple McDo continue de faire encore des pubs alors qu'on connaît tous la marque. Et donc sur le web, c'est on va dire le premier canal qui est le consulté dès qu'on découvre une entreprise ou en tout cas qu'on veut se renseigner là-dessus. Donc une importance d'intervenir sur à la fois de réagir sur des commentaires ou sur des avis pour montrer une présence et considérer aussi les personnes qui laissent, qui vont interagir avec la société. Et puis voilà. Je vais parler beaucoup plus de processus et non de digital pour cette première question, Thierry, parce que dans beaucoup d'organisations, il y a des manières de travailler qui fonctionnent, mais ces manières de travailler ne sont absolument pas formalisées. Et du coup, ça aurait aidé l'entreprise en question de savoir précisément ce que faisaient ces entreprises en termes de communication, quelles sont les actions. Donc vraiment, quel est aussi le côté technique de ces actions-là, comment sont enregistrées les données, comment se font certains suivis, de telle sorte à pouvoir transférer ces procédures à d'autres personnes dans l'organisation, au moins temporairement, lorsque le dirigeant s'est rendu compte du désastre. Pour abonder un petit peu dans ce qui a été dit dans le passé, il faut savoir que n'importe quelle communication, d'une manière générale, digitale, c'est comme si c'était une communication dans la vraie vie. Et certaines personnes ne se rendent pas forcément compte qu'un commentaire, qu'une interaction ou que n'importe quoi qui arrive sur les réseaux sociaux nécessite d'y répondre. Et certaines personnes, que ce soit des chefs d'entreprise ou des personnes qui travaillent en com, ne se sentent pas obligées. Mais dans la vraie vie, si on vous tend la parole, évidemment, vous répondez. Et il faut en faire de même avec des commentaires, mais aussi avec des avis qui peuvent être négatifs, ce qui a dû passer pour ton client. La réalité, c'est que quand on arrive sur un mur et qu'on voit des avis négatifs en commentaire qui ne sont pas répondus, c'est la base de la réputation, il faut la monitorer. Donc je dirais que déjà, il faut avoir un processus qui est de toujours vérifier les avis, toujours vérifier les commentaires et voir si on est à jour à ce niveau-là et qu'on a une procédure, je dirais aussi, fixée dans l'entreprise et vis-à-vis de la communication, oui. Alors, justement, ça va me permettre d'aborder le second sujet. Je parle toujours de ce client. Au bout de 5-6 mois, quand il s'est rendu compte effectivement des conséquences, il a nommé une des personnes de son entreprise, je ne sais plus quel profil, je crois que c'était quelqu'un qui venait des RH, mais qui avait une capacité à rédiger, voilà, qui savait écrire français, on va dire. Et il a demandé à cette personne de recommencer à faire un peu de contenu. Seulement, le contenu s'est révélé être un contenu fade. Voilà, j'ai bien aimé le terme, j'avais échangé ça avec l'un d'entre vous, je ne sais plus lequel, avait parlé de communication fade, et en l'occurrence, ça n'avait rien amené du tout. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire justement sur la qualité de la communication, sur les contenus face à une communication fade? Alors, on peut démarrer par Cyril. Effectivement, en fait, quand on arbore les réseaux sociaux, il faut avoir une valeur ajoutée, une proposition de valeur. Sinon, évidemment, on ne va pas intéresser forcément des communautés. Donc, il faut déjà se poser la question, qu'est-ce que les gens qui vont vouloir nous suivre ou pas, en cours de route, qui voudraient nous suivre, qu'est-ce qu'ils peuvent y gagner à suivre les comptes, quelle est la communauté qui va se baser, et si on a une vraie proposition de valeur avec des contenus diversifiés, avec une certaine stratégie aussi mise en place pour aller chercher divers types de thématiques, on aura plus de chances de fédérer des audiences, d'obtenir des ambassadeurs et d'avoir vraiment une audience qui va être qualifiée, qui va être heureuse de venir voir ce contenu, que ce soit sur Instagram par exemple en story, il y a beaucoup d'interactions, mais sur les autres réseaux c'est pareil en fait, que ce soit LinkedIn ou même Facebook, même si c'est plus compliqué aujourd'hui Facebook, il faut avoir une réelle proposition de valeur, parce que si c'est juste pour poster que des citations ou éventuellement du contenu que moi je vais appeler aussi pauvre parfois, au bout d'un moment les gens vont se lasser et tout simplement vont arrêter de suivre le compte, voire se désabonner. Ça me fait penser énormément de posts que je vois sur LinkedIn, j'appelle ça les posts Wikipédia. On a l'impression qu'une personne nous donne du savoir, mais que c'est super inintéressant à lire parce que le style n'est pas agréable. On ne ressent pas la personnalité de la personne et on ne voit pas la valeur ajoutée qu'elle apporte. Or, en décalant un petit peu le style de communication par rapport aux autres, en y mettant de sa personnalité, en y injectant un petit peu de fun, forcément on se retrouve avec une audience qui va prendre plaisir à lire nos publications. Et une fois qu'elles lisent les publications, je dirais c'est la moitié du travail qui est effectué, parce qu'elles vont pouvoir du coup réagir, peut-être prendre des rendez-vous, prendre des contacts. En tout cas, on marque les esprits de cette manière.
l'exercice qui manque aux entreprises, c'est de faire ce travail sur ce qu'on appelle un client idéal ou avatar client, enfin, on peut le nommer voilà, persona, etc. Et c'est vrai qu'en général, les entreprises pensent connaître leur fameux avatar, mais au final, sur les réseaux sociaux, en tout cas, si on parle de stratégie digitale, des fois, on va aller chercher un segment de clients. Et donc, déjà, ce travail-là, à se dire, bon, ben, quel est mon client idéal, qu'est-ce qu'il va rechercher en fait, dans mon entreprise ou à travers ma stratégie de contenu, comment je peux lui apporter de la valeur. Et derrière, ça va permettre de pouvoir parler directement à mon audience, parce qu'on a tendance à faire des contenus qui vont être plutôt généralistes, alors que là, si on est vraiment focalisé sur son client idéal, on sait exactement ce qu'il attend et comment on peut bien le toucher. Oui, au-delà du client idéal, je pense qu'il faut aussi s'intéresser aux personnes qui vous suivent actuellement. Il y a le client idéal, mais des fois, les gens qui vous suivent ou les gens qui commandent vos posts ou qui vous suivent sur votre newsletter ou autre ne sont pas forcément vos clients idéaux. Donc, essayez de comprendre en fait qui ils sont et posez-leur des questions, que ce soit en commentaire, que ce soit voilà, en faisant des jeux concours, des quiz, ou etc. Essayez de comprendre ce qu'ils attendent, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies, pour vraiment voilà, faire du contenu qui sont vraiment adaptés. Je voudrais juste rebondir sur Cyril, tu disais qu'avec Facebook, ce n'était pas le moment. Tu peux juste préciser, s'il te plaît ? Oui, alors la difficulté de Facebook, et je pense que tous mes camarades le savent aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a un trop-plein des entreprises, et donc les algorithmes de Facebook pénalisent ces entreprises. Donc si on souhaite créer une communauté, et ne serait-ce que pour joindre cette communauté, on est obligé d'avoir une stratégie qui est de l'ordre du payant, parce que sinon nos communautés ne voient pas nos communications. Donc il n'y a plus de viralité du tout possible si on est en gratuit sur Facebook, et c'est une réalité. Et pour rejoindre à ce que tu disais, je trouvais intéressant c'est que dernièrement, j'ai connu quelqu'un qui achetait des packs. Vous savez, des packs de publications déjà toutes faites. On peut acheter des packs 30 communications et en gros, vous êtes sûr que la personne pourra les diffuser. Eh bien, j'ai observé ça et je me dis déjà, une fois sur deux, c'est pas en lien avec du tout la thématique de l'entreprise. C'est des packs très généralistes qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Et surtout, la façon d'écrire, et j'ai vérifié derrière, il n'y a en général pas de commentaires des communautés. La façon d'écrire est très, très fade, très, très basique, comme tu dis, Wikipédia. Et je trouve ça un peu triste parce que si c'est juste occuper l'espace pour occuper l'espace, oui, on est un relais. Aujourd'hui, une entreprise est son propre média, mais il faut aussi qu'elle ait beaucoup de couleurs dans sa communication pour être suivie, en fait. On voit que ceux qui sont suivis sont ceux qui osent des choses aussi et un peu de créativité. Alors, un complément ? Oui, on a parlé vraiment de texte, mais il y a aussi le visuel qui compte énormément. Travaillez vos couleurs, travaillez vos visuels, parce que ça a un impact énorme sur votre communication, que ce soit sur les visuels ou même les formats que vous allez utiliser dans votre communication. Alors pour le coup, ça soulève la question du degré de présence dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut être extrêmement présent tout le temps, constamment ? Quelle est la cadence à laquelle il faut communiquer, je dirais ? Est-ce que c'est adapté à chacun ? Est-ce que c'est universel ? Voilà, si vous pouvez répondre à ces questions. Julie, ça peut être... Déjà, ça dépend de quels réseaux sociaux on parle. Puisque ça va pas, vous n'allez pas avoir la même fréquence si vous utilisez l'emailing ou si vous êtes sur LinkedIn ou si vous êtes sur Instagram. Donc déjà, ça va dépendre du réseau social et ensuite, ça va dépendre forcément de votre stratégie et de votre cible. Donc il n'y a pas vraiment de chiffres, mais par exemple sur LinkedIn, on part sur à peu près 3 publications par semaine pour se faire voir, alors que sur Instagram, il va falloir faire des stories, des reels, il va falloir publier des posts, enfin, il y a plein de choses. Sur l'emailing, on va plutôt dire une fois par semaine, mais ça va être en fonction de la cible. Donc ça dépend. Je dirais que ça dépend en fait aussi de l'objectif de l'entreprise. Si elle a un objectif d'hypercroissance, forcément il va falloir être beaucoup plus régulier, avoir une plus grosse fréquence. Mais pareil, ça va dépendre, comme dit Julie, des réseaux. On sait que sur TikTok, plus on va publier, par exemple, plus on va être mis en avant. Et pour l'instant, et pareil sur Insta, c'est-à-dire que la quantité est privilégiée que la qualité, même si dans le fond, pour moi, la qualité est toujours à Et la quantité, donc, peut fonctionner dans certains cas. Oui. Après, une fois, il faut que le contenu soit quand même toujours de valeur, mais plus on va publier, plus on va pouvoir savoir aussi ce qui marche, et plus aussi l'algorithme va nous mettre en avant.
Je rajouterai un élément de réflexion supplémentaire. Il y a la question de la fréquence, donc il y a quelques standards. Mais il ne faut pas se mettre aussi de la pression par rapport à cette fréquence-là. Et je trouve que raisonner en termes de pertinence des publications, finalement, ça enlève de la pression et ça porte une intention différente quand on rédige un post, parce qu'on se dit comment est-ce que je vais être utile à mon réseau, qu'est-ce que je vais apporter de plus, qu'est-ce qu'ils vont gagner en lisant mon commentaire. Et donc moi ça ne me gênerait pas. Alors je communique beaucoup sur LinkedIn, il y a des semaines où je poste une fois, des semaines où je peux poster 4 ou 5 fois, mais le dénominateur commun c'est qu'à chaque fois il y a quelque chose d'intéressant pour les autres à dire, pas juste intéressant pour moi. Alors, je suis très d'accord avec tout ce qu'il avait dit. Ce que je peux rajouter, je dirais qu'effectivement, il y a un critère de hiérarchisation déjà du contenu, c'est-à-dire déterminer quelles vont être les publications stars versus quelles vont avoir besoin de moins de visibilité, dans lesquelles on va peut-être moins les mettre en avant. Ce qui est utile, évidemment, c'est d'analyser ce qu'on appelle les analytics, donc les KPI, les KPI, qui permettent de regarder déjà à quel moment les audiences sont là, à quelle fréquence ils regardent, et ça, évidemment, c'est ce qui permet de mieux caler la stratégie, mais évidemment d'avoir une hiérarchisation. Et moi je commence toujours comme ça avec mes clients, je dis d'abord quelles sont les publications brandées, donc aux couleurs de l'entreprise, qu'on va vouloir créer, avec quelle portée, quel but, quel objectif. Et derrière ça, une fois qu'on a calé ça, on les organise sur un planning stratégique, un calendrier, et derrière ça il y a d'autres types de publications qui vont avoir certes une importance quand même, mais qui va être moins important que ces publications-là, dans lesquelles elles vont peut-être être plus de l'ordre de la fidélisation ou de l'engagement, mais moins sur quelque chose qu'on voudra que tout le monde voit. Et ça va changer beaucoup de choses. Et je suis d'accord sur le fait qu'il y a des réseaux qui nécessitent beaucoup plus de temps, et le nombre peut être important, c'est le cas de TikTok ou d'Instagram, mais derrière ça, sur d'autres réseaux, c'est pas le cas, parce que tel que Facebook ou LinkedIn, la réalité, c'est que si on publie trop, les publications vont se cannibaliser. Donc, quand on reposte au-dessus d'une publication importante, il faut savoir que la publication précédente va être mise à mal en quelque sorte. Donc effectivement, il y a une réelle stratégie à déterminer pour savoir comment est-ce qu'on l'organise. Ça me rappelle un client l'an dernier, on avait fait une vidéo, on lui poste, 2 heures après, il me dit c'est super la vidéo, est-ce que tu peux poster ça? Et je dis mais à quel moment, dans quel cadre, etc. Maintenant, tout de suite. Je dis non, on vient de travailler une vidéo super importante, on a passé du temps à la faire, je ne vais pas poster tout de suite quelque chose derrière. Non seulement ça risque de perdre nos audiences, et surtout ça va réduire au niveau de l'algorithme la portée de la vidéo. Donc après, encore une fois, ça dépend du réseau, hein. Si c'est sur TikTok, la hiérarchisation est moins importante, mais sur LinkedIn, sur Facebook, ça sera extrêmement utile d'avoir une vraie vision. Alors, je vais insérer une question. On vient de parler d'algorithmes. Vous êtes des professionnels, des experts donc, de ces réseaux sociaux et de ces médias, on va dire au sens large. Ces algorithmes, comment nous, communs des mortels, on sait que ça existe, les algorithmes, mais comment vous connaissez leur fonctionnement? Est-ce que vous vous mettez à jour régulièrement quant à l'évolution de ces algorithmes? Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques secrets de fabrication quant à la gestion de ces algorithmes, vous, en tant que professionnel? Oui, je pense que de toute façon, on est tous d'accord pour savoir, par exemple, sur les algorithmes, que depuis 3 mois, Instagram change tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas un client qui ne se plaint pas des retours sur Instagram depuis 3 mois, parce qu'en fait, ils sont en train d'essayer de faire des tests pour pouvoir contrer TikTok. Mais ce n'est pas le cas que d'Instagram, hein, c'est le cas aussi de Facebook, en l'occurrence, vu que ça appartient à la même maison mère, et que tous se rendent compte que ce qui a marché sur TikTok, qui disrupte le marché, c'est un onglet qui s'appelle le For You page, c'est-à-dire en gros ce qui propose du contenu alors qu'on ne l'est pas forcément abonné à, et tous les autres réseaux sociaux se disent comment est-ce qu'on pourrait mettre à profit ces mêmes informations, cette même façon de faire. Et donc tous aujourd'hui, je pense que vous avez déjà vu apparaître sur vos feeds, que ce soit Instagram ou Facebook, des recommandations qu'on n'avait pas suivies, et que étonnamment, sur Facebook et sur Insta, ça ne nous intéresse pas. La plupart des gens se lèvent contre ça, alors que sur TikTok, personne n'a jamais dit que c'était un problème. Donc c'est effectivement très intéressant de regarder comment les algorithmes évoluent et changent. Et oui, il faut essayer de trouver des moyens de les contourner. Nassim, côté LinkedIn, on a quelques infos sur les algorithmes? Oui, côté LinkedIn, c'est beaucoup plus simple. Déjà un petit conseil aujourd'hui. Les pages professionnelles ont nettement moins de portée que toutes les publications qui viendraient d'un profil personnel. Où au final, LinkedIn privilégie quand même la mise en avant du contenu qui est apporté par une personne. Et puis LinkedIn va chercher surtout à mettre en avant les publications qui suscitent de l'interaction. Donc à chaque fois que l'on poste quelque chose,
il faut chercher des commentaires rapides parce que ça donne un signal à LinkedIn qu'il y a quelque chose qui se passe avec cette publication. Et du coup, comme LinkedIn a tout intérêt à ce que ses utilisateurs passent le plus de temps sur la plateforme, il va continuer à mettre cette publication qu'il suppose de qualité parce qu'il y a des commentaires au maximum de personnes possible. Et de cette manière, certains posts s'emballent, sont visibles sur plusieurs jours parce que justement, voilà, LinkedIn veut garder tout le monde sur son réseau. Rémi ? À ce que disait Cyril, c'est que notamment sur TikTok, la grande force, c'est que c'est un contenu 100% immersif, c'est-à-dire 100% vertical, et ça a été les premiers aussi à s'adapter à un nouveau mode, on va dire, de consommation des gens, puisque tout le monde est de plus en plus sur son téléphone comparé à un ordinateur, et que l'avantage, c'est que là, on joue sur le temps de visionnage. Plus une vidéo va être regardée, plus elle va être mise en avant. Plus on va regarder plusieurs fois la vidéo, plus, pareil, l'algorithme va le mettre en avant. Évidemment, il y a des interactions classiques comme les likes, les commentaires, les partages, etc. Mais ce qui prédomine, ça va être ce fameux temps de visionnage, d'où l'importance de bien structurer ces vidéos. Et après, voilà, il y a plusieurs petites techniques, on va dire, où on peut créer un système de boucle pour que la vidéo soit regardée plusieurs fois, etc. Moi, je vais peut-être juste répondre à la question initiale. On fait de la veille, en fait, tout simplement. On est obligé, actuellement, ça va tellement, tellement vite, qu'on est obligé de s'informer tous les jours sur ce qui se passe sur tous les réseaux sociaux. Donc après, chacun fait sa veille comme il le veut, que ce soit par newsletter, que ce soit au niveau podcast ou autre, mais il faut absolument faire de la veille. Quand on est en communication, on est obligé d'être curieux, on est obligé de s'intéresser à énormément de choses et s'informer sur les algorithmes, ça fait partie du job, quoi. On est obligé de le faire. Et puis après, on teste, on voit. C'est-à-dire que ces algorithmes sont documentés, il y a leur mise à jour. Comment vous allez trouver l'information ? Vous la testez grandeur nature ou vous avez des forums spécialisés ? J'essaie de pousser un peu pour... Alors, il n'y a pas de documentation en mode il faut faire comme ça et vous allez réussir. C'est pas possible. Ça serait sinon trop facile. C'est beaucoup trop beau. Mais par contre, en effet, il y a des spécialistes, des gros médias qui travaillent dessus. Et il y a aussi des experts qui publient régulièrement, en tout cas, les dernières nouveautés, les dernières mises à jour. Et nous aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on suit tout simplement ces gens-là qui mettent à jour donc les dernières nouveautés. Et après, on teste aussi nous-mêmes avec nos propres réseaux, nos propres canaux de communication, et après aussi avec forcément les clients. Des compléments ? Le CEO d'Instagram, justement, cette année, pour la première fois, il a statué sur le nombre d'hashtags qu'il fallait mettre sur Instagram. Alors qu'avant, il n'y avait jamais eu aucune communication du réseau social là-dessus. Et il a dit, ça ne sert à rien de mettre 12, 15 hashtags comme font beaucoup de personnes, comme un pâté en bas. Et parce qu'en fait, la réalité, elle se situerait entre 4 et 6. Et il l'a donné en janvier dernier. Et moi, j'ai des clients qui m'ont dit, je ne souhaite pas qu'il y ait 5, 6, je veux qu'on maintienne 10, 12, 15. Et la réalité, c'est qu'en fait, quand on regarde les analytics, ça n'a rien changé en fait. Moi j'ai la même portée avec 12, 15 hashtags qu'avec 5, 6. Donc la réalité aussi c'est qu'est-ce qu'ils veulent communiquer versus qu'est-ce qu'est la réalité. À mon avis, ce qui se passe souvent, c'est quand on va avoir de l'interaction, des commentaires directs et tout, on contrecarre l'algorithme, on le sait. Par exemple, un lien externe est pénalisé par n'importe quel réseau social, mais dès qu'on a des commentaires, ça contrebalance. Donc, pour le coup, oui, c'est ça, c'est beaucoup de veille, c'est beaucoup de vérification. Moi, je le dis en formation d'ailleurs aussi, et je le dis aussi à mes clients, je dis, c'est une observation que j'ai pu faire, il n'y a pas de vérité établie. Et oui, on essaye de jouer avec les algorithmes parce qu'on n'a pas d'autre choix. Si je peux rajouter une chose, n'hésitez pas aussi à suivre les comptes officiels, tout simplement, des propres réseaux sociaux. Il y a des comptes officiels Instagram, Pinterest, etc. Ils font des lives, notamment, pas tout le temps, mais ils font régulièrement des lives où ils expliquent en tout cas les dernières nouveautés, les derniers tests, des fois les tendances. Ils répondent aux questions des créateurs de contenu. Donc voilà, ça c'est aussi une aide supplémentaire qui est très intéressante pour se tenir au courant. Je voulais rebondir sur, on a parlé à plusieurs reprises d'analytics, typiquement. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer, vulgariser un petit peu ce concept d'analytics ? C'est quoi comme outil, comme plateforme ? Qu'est-ce que ça donne comme information ? Est-ce que c'est utilisable que par vous, les spécialistes, ou aussi par les clients finaux que vous avez, enfin les entreprises que vous suivez ? Vous pouvez nous donner quelques informations ?
À partir du moment où en fait, on a une page d'entreprise, on a un suivi en fait, des statistiques. Après, il faut justement savoir les analyser parce que il y a plein d'informations. Sur tous les réseaux? Oui, sur chaque réseau. Alors évidemment sur LinkedIn, comme le disait Nassim, ça va être plus pertinent d'utiliser son compte personnel. Et là, du coup, on n'a pas accès à ces statistiques-là, contrairement à une page entreprise LinkedIn. Mais effectivement, oui, sur chaque réseau social, on a accès à ces analytics qui vont nous donner pas mal d'informations. Je reviens dessus sur ce client idéal. Donc à la fois le côté démographique, donc ça va être la tranche d'âge, le genre, les lieux, etc., qui va nous donner peut-être aussi une indication de comment adapter sa communication ou sa ligne éditoriale. Et ensuite, après, ça peut aller jusqu'à le nombre d'interactions, à partir de quel moment une personne a quitté le visionnage d'une vidéo. On a un tas d'informations. Aussi, le nombre, on va dire, à quelle heure nos abonnés sont le plus actifs. Donc après, ça, c'est vrai qu'il y a un mythe sur quel est la meilleure horaire pour publier, quel est le meilleur jour, etc. Mais en tout cas, on a accès à toutes ces informations à partir du moment où on passe ces réseaux sociaux en professionnel. Complément sur l'algorithme? Oui, alors il y a peut-être une réflexion supplémentaire à avoir par rapport aux algorithmes et par rapport à tout ce qui est analytics. C'est bien de se tenir informé, c'est bien d'analyser, mais il ne faut pas que ça ne vienne perturber une stratégie de contenu ou un post que l'on souhaiterait faire. Parce qu'on peut tomber très facilement dans une réflexion du type « Ah, mais qu'attend de moi l'algorithme aujourd'hui, je vais regarder plein de choses et finalement je ne publie rien ». Comme on peut publier un post, par exemple, sur LinkedIn et de se dire « Ah, mais j'ai eu que 2 commentaires, j'ai eu que 150 vues, c'est nul, je ne publie plus ». À un moment, il faut savoir mettre ça un peu de côté, en tout cas ne pas y passer des heures et des heures, et se dire je vais quand même apporter de la valeur à mon réseau, jour après jour, ou chaque 2-3 jours, à chaque fois que j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Et finalement, quand on adopte cette méthodologie très très simple, on voit que les analytics s'améliorent. Mais il ne faut pas les checker chaque jour. Alors, une question qui en découle un petit peu, c'est ce que je vais appeler le démarchage commercial, c'est-à-dire ceux qui ont des publications qui sont, voire presque trop agressives. On a tous reçu des messages parfois un peu intrusifs. Qu'est-ce que vous pouvez dire, en particulier peut-être Cyril et Nassim? Alors, le social selling, effectivement, ça se pratique et il y a une stratégie évidemment à mettre en œuvre. Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, c'est à relier un petit peu plus vers les fonctions commerciales de l'entreprise plutôt que les fonctions de communication. Moi, ce que je dirais dans un premier temps, c'est d'analyser les audiences. C'est-à-dire commencer par... ça peut être fastidieux quand on a des grosses bases, mais se poser la question qui est-ce qui nous suit et comment est-ce qu'on peut les catégoriser. Et en fonction de ces catégories-là, regarder s'il n'y a pas une stratégie à mettre en œuvre qui soit évidemment pas trop agressive. C'est comme un mailing. Si le mailing il est trop vendeur, au bout d'un moment, les gens n'ouvrent plus les mails. Et donc, au final, ne serait-ce que pour ouvrir une conversation, moi j'appelle ça comme ça sur les réseaux sociaux, créer prendre contact, se renseigner justement sur ces cibles qui nous suivent, qu'on ne connaît peut-être pas, et qui va nous permettre d'essayer de nouer un lien un peu plus fort que si on ne les avait pas sondés, si on ne les avait pas rencontrés. La réalité, c'est que les audiences ne sont pas forcément des gens qu'on rencontre dans la vie, et donc si elles ne se manifestent pas, on ne sait pas qui elles sont et on ne peut pas savoir si ce sont des clients potentiels. Donc il y a ça à mettre en place, mais effectivement, il y a une certaine... organisation à faire, une certaine analyse à faire et surtout à bien écrire. Là, pour le coup, ça va aussi sur le copywriting, sur se dire comment est-ce que moi, j'aimerais être contacté si j'étais contacté d'un point de vue social selling dans la vie et comment est-ce que je vais pas forcément essayer d'être trop agressif sur LinkedIn. C'est problématique, je trouve, notamment sur les in-mails, etc. Je trouve que les gens essaient, en nous envoyant un énorme mail directement de vendre, alors que c'est pas dans la vraie vie, ça fonctionnerait pas. Donc sur les webs, ça ne fonctionne pas non plus en général. Nassim? Oui, sur LinkedIn en particulier, c'est rigolo, parce qu'il y a une citation que j'aime bien qui dit que beaucoup de personnes veulent aller au paradis, mais ne sont pas prêtes à mourir pour y arriver. Si je fais l'analogie par rapport à LinkedIn, c'est que tout le monde veut des clients grâce à LinkedIn, mais peu de personnes sont vraiment prêtes à faire ce qu'il faut pour avoir des clients. Je vous donne un exemple tout simple. Utilisez un outil qui va balancer un message, un pitch commercial avec un PDF, un téléphone, un lien pour prise de rendez-vous et envoyer ça à 500 personnes en une journée, c'est facile. Faire une publication de qualité, faire un sondage, analyser les interventions, qui a réagi, qui a répondu, puis envoyer un message personnalisé à chacune des personnes pour lui dire suite à ta réponse,
J'ai remarqué que sur ton compte, tu avais ça. Est-ce que tu souhaiterais qu'on discute car moi, je fais ceci. Rien que ce travail, si on arrive à le faire quotidiennement sur un nombre limité de personnes, parce que ça demande du temps, ça donne des résultats extraordinaires. Le souci, comme tu l'as si bien décrit, c'est que personne n'a la volonté d'engager une conversation, de s'intéresser, de comprendre s'il y a un besoin, et on préfère balancer des choses. C'est comme un grand filet qu'on jette dans l'océan, mais au final, il n'y a pas grand-chose qui en ressort. Alors là, je vais vous poser une question qui m'intéresse personnellement. Moi, j'utilise typiquement avec LinkedIn une plateforme qui s'appelle Wallaxy. Je ne sais pas si vous la connaissez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que typiquement, moi, je fais une communication one-to-one grâce à ce type de plateforme. Alors, je l'utilise et je la recommande. Maintenant, tout dépend de ce qu'on met dans cette communication one-to-one. Est-ce que c'est une communication qui va être envoyée 10 secondes après que la personne ait accepté de rejoindre ton réseau, ou plusieurs semaines plus tard, après qu'elle ait le temps de voir ton contenu, et parce que ces personnes-là auront été sélectionnées dans ton réseau et elles sont en mesure de réagir par rapport au message que tu auras pensé à ce moment-là. Ben, c'est là toute la différence, en fait. Mais l'outil est excellent. Alors, je voudrais poser une question cette fois-ci à Rémi et Julie. Pardon. On a abordé un petit peu le sujet brièvement du emailing. Effectivement, aujourd'hui, les messageries à travers les réseaux sociaux fonctionnent très bien, mais le emailing reste encore un canal de communication digne de ce nom. Donc, quelles sont les bonnes pratiques, les bons usages ? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme information donc, sur le emailing ? Et on fera peut-être une petite excursion sur les outils et les plateformes d'emailing, éventuellement. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que l'une des choses sur lesquelles il faut faire attention dans l'emailing, c'est la segmentation. La segmentation, c'est quoi ? C'est le fait de regrouper en fait, des gens par rapport à des critères communs, par rapport à des profils communs. Il y a encore aujourd'hui trop d'entreprises qui envoient le même mail à une base de données, 2000, 100, 5000. Sauf que ce n'est pas possible. On en revient toujours aux bases de la communication, qui est d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Donc, il faut faire l'effort de segmenter la base de données. Alors, encore une fois, ça serait trop facile si je vous disais il faut faire ça, 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 puisque ça va dépendre du business. Mais par exemple, Sephora, l'entreprise ne va pas envoyer le même message déjà, enfin le même mail à une jeune fille de 15 ans et à une femme de 50 ans, parce que tout simplement, ils n'ont pas les mêmes besoins. Voilà, ben c'est ça le fait de segmenter. Donc il faut réfléchir tout simplement à qui sont les personnes que vous avez dans votre base de données, pourquoi déjà elles vous suivent, et essayer de regarder les différents critères communs. Pour récolter de la data, vous pouvez le faire dès le formulaire de contact en posant différentes questions, mais vous pouvez le faire aussi par la suite en envoyant des questionnaires ou encore une fois avec des jeux concours sur Instagram ou sur Facebook pour récolter de la data qui vont vous permettre de segmenter votre base de données. Et en plus, sur l'emailing, il y a plusieurs stratégies à avoir aussi, parce que ça peut être des séquences mail, soit pour promouvoir un produit ou un service, où justement on va recevoir une séquence mail de, par exemple, ça peut aller entre 3 et 10 mails selon, en fait, en général, ça va dépendre de l'importance du prix du produit ou du service, et aussi de la cible, parce que des fois, il va falloir beaucoup plus la travailler, le temps que ça, on va dire, ça rentre dans la tête, la prise de conscience. Donc il y a toute une stratégie à la fois de contenu aussi dans ces séquences mail. Il y a aussi la stratégie des newsletters, pour toujours rester présent, informé sur l'actualité. Donc voilà, il y a pas mal de choses. On peut aussi penser à tout ce qui va être les relances sur des paniers abandonnés, par exemple. Donc il y a plein de choses, en tout cas, à mettre en place. Et il y a aussi une structure à avoir au niveau rédaction, que ça part de l'objet, le sujet du mail, qui va... l'objectif, ça va être d'interpeller, puisqu'on reçoit aussi énormément de mails dans notre boîte. Et donc, il va falloir capter l'attention dès l'objet du mail. C'est comme sur les réseaux sociaux, où dès la première ligne, il va falloir intéresser en tout cas notre cible. Et derrière, l'objectif, ça va être de l'amener à effectuer une action, soit de vous répondre en message, ou alors de cliquer sur un lien en général présent dans l'email. Et il faut faire aussi attention à la fréquence. Il y a beaucoup de... Ouais, voilà, il faut vraiment faire attention à la fréquence au niveau des emails. En effet, bien faire la différence entre la newsletter, qui est vraiment le rendez-vous que vous allez donner à votre audience, et une séquence email qui, donc, elle a vraiment un objectif précis.
En fonction de ça, vous allez vous dire, OK, bon, ben, on va faire un email par semaine ou alors on va envoyer 4 emails dans une semaine. Et ça dépend vraiment de l'objectif. Mais attention au trop et au peu. Parce que si vous n'envoyez pas aussi régulièrement quand même des emails, la personne, elle peut tout simplement vous oublier. J'ajouterais juste une petite remarque sur l'histoire de la cadence et de la fréquence. J'ai des clients qui utilisent des plateformes dites de marketing automation, certains doivent connaître ça, qui sont en gros des plateformes dans lesquelles on va scénariser son mode de communication, email, SMS ou autre. Et en l'occurrence, j'ai un client récemment qui était tout fier de me montrer ses canaux de communication en automation sur à peu près 60 jours. Donc c'était bien foutu, avec tous les messages préétablis, etc. Manque de peau, il a envoyé ça quasiment, je crois qu'un tiers de ses messages sont arrivés sur des jours fériés ou des ponts. Bon, c'était assez étonnant, mais c'est les limites de l'automation. À un moment donné, il faut quand même que l'humain intervienne et vérifie un certain nombre de choses. Ça me permet peut-être d'aborder justement la question des outils, des solutions, des plateformes au sens large. Ça, c'est un sujet qui me touche particulièrement, puisqu'en tant que CRM ERP Catalyst, là, je prends une autre casquette, qui est celle de conseil en aide au choix de solutions logicielles, relations clients, CRM en particulier, et donc de plateformes marketing par ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui justement de l'intérêt d'avoir un CRM dans une entreprise? Est-ce que c'est lié à sa taille, à ses besoins, à sa clientèle, ou c'est censé intéresser tout le monde? Donc, est-ce que vous pouvez me faire une petite incursion comme ça sur les CRM, ceux qui veulent répondre? Sinon, je vais le faire pour vous. Pour moi, c'est indispensable parce qu'au final, toutes les actions que l'on mettrait en place sur un réseau social, sur des réseaux sociaux, via une newsletter, ça permet au final d'avoir des contacts, beaucoup de contacts. Ce que je remarque, par exemple, sur LinkedIn, parce que voilà, pour le développement de mon agence, je crée énormément d'interactions. C'est que souvent, le timing n'est pas forcément idéal pour la personne que l'on a en face. Elle peut être totalement intéressée par ce que l'on a à proposer, mais pas prête à en discuter maintenant. Si on ne fait pas le bon suivi avec cette personne, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, on se prive d'une opportunité pour laquelle on a mis énormément d'efforts en amont pour pouvoir la créer. Et donc, pour moi, avoir un outil, quel que soit l'outil, parce que bon, je te laisserai donner plus d'informations par rapport à ça, Thierry, éventuellement, mais il y a une panoplie d'outils aujourd'hui, à chacun de choisir celui qui lui correspond le mieux. Alors, je confirme, il y a 192 logiciels de CRM sur le marché français. Donc il y a de quoi faire. Alors bien sûr, tout le monde connaît les leaders, les plus connus, les HubSpot, les Salesforce, mais je peux vous garantir qu'il existe une tripotée de challengers et de concurrence réellement de qualité aujourd'hui sur le marché. Et c'est justement mon métier, typiquement, d'accompagner les entreprises dans le choix de la solution la plus adaptée à ses besoins en termes de communication, de marketing et de relations clients au sens large. Est-ce que, éventuellement, Cyril, tu veux rajouter un point sur la notion de cadence, de fréquence, de communication ou... Julie en a déjà un petit peu parlé. C'est vrai que la cadence est à fixer en fonction de ses audiences, en fonction de sa disponibilité, en fonction de ce qu'on veut vraiment communiquer. Tout dépend déjà si on est en B2B et en B2C. Ça n'est pas les mêmes du tout usages. Et en plus, en B2C, il rajoute à ça aussi le SMS mailing qui, dans certains domaines, marche très très bien. Mais là, on parle en général de solutions externes. Moi, j'avais un client qui était, qui est toujours d'ailleurs, qui est commerçant et qui, quand il laisse des offres promotionnelles, fait du SMS mailing. J'étais un petit peu dubitatif au début parce que moi, personnellement, j'aime pas recevoir des SML personnellement, mais il m'a dit qu'il avait des retours très très bons là-dessus. Après, il faut savoir, je me permets un aparté, qu'avec le renforcement du RGPD dans les semaines qui viennent, parce qu'on est censé être en cours, mais ils ont dit qu'il y avait une adaptation jusqu'à l'été de l'année prochaine, il y a beaucoup de choses qu'on va plus pouvoir faire. Et ça va changer beaucoup de choses, ne serait-ce que sur le fait d'avoir des bases de données qui soient qualifiées et qui soient, si on a un contrôle, qui soient bonnes en fait. Parce que la réalité, je pense que tu le sais très bien, on ne peut pas envoyer des choses à des personnes qui ne l'ont pas demandé si ça sort du cadre classique. Alors, je pense qu'effectivement, ce sera certainement une thématique, le RGPD auquel tu viens de faire référence, qui sera abordée au sein de la mêlée dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, je vous encourage à vous tenir informés de nos communications, mais il y aura certainement des interventions sur ce sujet qui va être particulièrement important. Je voudrais passer aux questions
individuel, quelque part. Julie, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur le principe de connaissance client? Qu'est-ce qui tourne autour de cette terminologie qu'on utilise beaucoup dans le marketing, relation client, la connaissance client? Oui, en fait, c'est tout simplement la base quand on communique. Alors on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est vraiment de définir en fait quelles sont vos cibles. Et quand je parle de cible, alors c'est pas forcément le client final. Ça va être aussi tout ce qui est cible primaire, cible secondaire, qui sont aussi tout simplement les prescripteurs. Donc ça va être en fait tout simplement les personnes qui vont avoir un impact ou qui peuvent en tout cas avoir un impact sur vos futurs clients. Et là, vraiment, c'est tout l'enjeu de la communication, c'est être capable de prendre du recul et de se dire, OK, qui sont réellement les personnes que je veux toucher? Qui sont vraiment les personnes à qui je veux envoyer un message? Sur quels canaux, en fait, ils sont? Et surtout, définir quels sont vraiment les besoins, tout simplement, de notre cible. Alors, quand on parle de besoins, il y a plein de choses derrière ce mot besoin, mais tout simplement, en fait, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir, qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre, qu'est-ce qu'ils ont envie de recevoir comme type d'information. Et ça, c'est vraiment la base. Connaître son client, pour moi, c'est vraiment en fait essentiel pour ne pas louper sa communication. Si vous n'avez pas assez de connaissances sur cette personne-là, sur qui elle est ou sur qui elles sont en fonction de vos cibles, là, c'est sûr que vous pouvez perdre par contre ces clients-là, ou en tout cas ne jamais les atteindre. J'ai une question complémentaire. Imaginons que j'ai une cible de 10-15 000 clients. Je vais pouvoir difficilement aller individualiser la recherche d'informations concernant chacun d'entre eux. Comment j'enrichis ou comment je capte plus d'informations individuelles pour mieux connaître mes segments sur une base de... Alors je dis 15 000, mais moi j'ai des clients qui sont à 5 millions de contacts. B2B, B2C. Donc je ne vous dis pas, il y a des services de 30 personnes au marketing qui travaillent sur la segmentation fine. Donc est-ce que vous avez des informations à donner là-dessus, les uns ou les autres ? Alors tout à l'heure, on a parlé déjà des outils, des outils en tout cas, des analytics, ce que vous pouvez avoir sur les différents réseaux sociaux. Donc ça peut vous donner déjà de l'information. Et ensuite, j'en ai aussi un peu parlé, tout ce qui est jeux concours notamment, ça marche énormément pour récolter de la data. Les jeux concours à la base, c'est... Ou les sondages, comme disait... Ouais, les sondages, les jeux concours, tout ce qui est quiz, les questionnaires aussi. Il faut essayer de... Comment dire ? Il faut tout simplement essayer de dire, d'aller chercher l'information. La capter, parce qu'on peut Exactement. Présenter des formulaires, pour le coup, dans lesquels on va mettre des champs un peu plus riches que nom, prénom et email. Tout à fait. On est en capacité à ce moment-là de leur soutirer des informations un peu plus fines. Oui, tout à fait. De centre d'intérêt, de positionnement, et ainsi de suite. Oui, et même notamment, ça se fait quand sur la part, ça c'est plus au niveau de la vente en ligne par exemple, mais si vous dites OK, moins 10% quand vous inscrivez à votre newsletter, sur le formulaire de contact, là, vous allez demander donc de l'information. Il faut jouer, il faut trouver des astuces pour récolter de la data. Bien entendu, pas récolter de la data pour avoir de la data, c'est récolter vraiment des données qui sont essentielles pour votre business, qui sont essentielles pour connaître encore mieux votre client. Oui. En commercial, il y a la technique du pied dans la porte qu'on connaît tous. Et ça marche aussi pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si on contacte quelqu'un en lui demandant est-ce que tu as besoin de ce type de service, la personne va répondre non. En revanche, si on la contacte pour lui dire que nous, on a besoin d'elle, pour avoir des infos, pour mieux s'organiser, pour déterminer un peu mieux une approche, des besoins de charte graphique, des éléments comme ça, là, les gens sont ravis de participer. Et c'est beaucoup plus facile après de les recontacter pour leur dire voilà, grâce à vous, on a réussi à caler une offre, grâce à vous, on a réussi à mieux lancer un produit. Et en général, comme ils sont déjà mis au courant, quand ils sont dans la boucle, ils deviennent d'eux-mêmes soit prescripteurs, soit clients. Alors, ça, je rebondis dessus. J'ai remarqué, par exemple, qu'au sein de la mêlée, on a un dispositif qui s'appelle le Starter, donc qui nous permet d'incuber ou de pré-incuber, on va dire, des petites entreprises en devenir. Et celles qui jouent le jeu de cette communication arrivent effectivement à récupérer une qualité de data assez exceptionnelle. Ouais, c'est clair. Nassim, j'aurais une question à te poser au sujet des... Est-ce qu'il y a vraiment de très bonnes pratiques LinkedIn aujourd'hui qui sortent un petit peu du lot et qui nous permettraient de communiquer avec un certain gage de réussite ? Il y a effectivement quelques bonnes pratiques, mais j'aimerais surtout
donner ou vous donner une image simple à retenir pour avoir des vrais résultats sur LinkedIn, à savoir plus de contacts et plus de clients. En fait, pour avoir des résultats sur LinkedIn, il faut avoir une démarche cohérente. Un profil qui inspire confiance, donc c'est la base. Une communication qui impacte, on en a parlé. Un réseau de qualité, on l'a évoqué également quand on parlait d'outils d'automatisation pour ajouter constamment les bonnes personnes sur son réseau. Savoir faire, quatrième étape, le premier pas vers son réseau, d'une manière non agressive mais beaucoup plus réfléchie. Et il y a une panoplie de techniques qui fonctionnent. Et faire le suivi ensuite. C'est quand on arrive à mettre ces 5 éléments dans sa stratégie LinkedIn qu'au final, on crée énormément d'interactions et on arrive à créer des partenariats et avoir des nouveaux clients. Recette simple. Voilà, c'est simple, basique. Parfait. Je vais poser la question à Cyril. C'est une question que je me pose autour d'Instagram. Est-ce que réellement Instagram est un outil qui nous permet de créer de l'interactivité? Et si oui, comment? Pour moi, c'est un mystère. Alors, Rémi pourra aussi joindre sa parole. Oui, c'est en B2C notamment, il y a énormément de choses à faire à condition de savoir déterminer les bons ambassadeurs, parce qu'on est sur un système qui fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire sur un système qui, quand on a détecté un ensemble de personnes qui vont être vraiment portés par le projet ou par le produit, ils vont devenir vraiment vecteurs de communication. Ils vont transférer les stories, ils vont transférer les réels, ils vont vraiment faire notre premier réseau, notre premier niveau de communication. Et donc c'est important pour une marque quand elle se lance d'aller identifier, alors ça dépend de la nature de l'entreprise, mais un nombre d'ambassadeurs peut-être, ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 50, mais ces personnes-là seront des relais d'opinion, en tout cas des relais de communication. Ça peut marcher sur les autres réseaux sociaux, mais sur Instagram, c'est ce qui fonctionne beaucoup aussi, parce que si on n'a pas déterminé ces éléments-là, on n'a pas la diffusion naturelle qui peut se faire grâce à un ensemble de personnes. En tout cas, c'est plus dur d'aller contrer les algorithmes. Et moi, je le dis à mes clients, je le dis quand ils viennent me voir, je leur dis, déterminez-moi la liste des personnes qu'on peut taguer dans les stories, qu'on peut aller susciter aussi facilement pour qu'ils nous aident justement à créer la viralité. Oui, effectivement, oui, il y a une petite routine, on va dire, à mettre si on veut que notre compte soit régulièrement visité, une petite routine Instagram à mettre en place. C'est-à-dire que tous les jours, déjà, ça va être de passer par les stories, puisque via les stories, c'est uniquement nos abonnés qui peuvent voir nos publications comparées enfin nos publications en story, évidemment, comparées à un post classique. Donc ça, déjà, il y a ce travail-là. Et en fait, à partir du moment où on va interagir avec de nouveaux comptes, avec ses abonnés, avec les personnes qui viennent tout juste de s'abonner, et de leur envoyer un petit message privé, c'est le début, on va dire, de la prospection, c'est-à-dire que le but, c'est de créer une première connexion avec son audience et de derrière voir comment on peut les aider. Et c'est vrai que le format story est assez cool pour ça, puisqu'il y a beaucoup de stickers qu'on peut utiliser, notamment les sondages, les quiz, etc. Et de façon interactive, on peut sonder l'audience, en tout cas les abonnés qui peuvent être le plus intéressés par rapport à ce qu'on propose. Et derrière, d'engager une conversation, un peu comme sur LinkedIn, ou d'aller déjà interagir ou d'ajouter les personnes qui ont mis un like ou laissé un commentaire, de faire ce premier message de connaissance. En fait, c'est comme si on abordait quelqu'un dans la rue, direct, on ne va pas lui dire tu veux bien, on va boire un coup au resto. C'est déjà de dire salut, voilà, je me présente, comment je peux t'aider, etc. Et derrière, c'est comme ça que la connexion se fait. Le but, c'est d'avoir une connexion naturelle et pas d'arriver avec ses gros sabots pour interagir. Je vais rester sur une question te concernant. Quel format faut-il que je privilégie sur les réseaux sociaux si je veux me faire connaître vite et bien? Est-ce qu'il y a une astuce que tu peux nous donner? Vite, c'est possible. Après, bien, ça va dépendre de la stratégie, etc. C'est vrai que TikTok a révolutionné un petit peu le game des réseaux sociaux, si on veut, avec son format vidéo vertical. Et maintenant, on le voit que Instagram l'a copié. YouTube aussi, qui est quand même la plus grande plateforme vidéo, s'est mis aussi à proposer ce format-là. Même sur Facebook, maintenant, il y a de plus en plus de Reels. Donc déjà, si on veut créer un contenu et le diffuser sur 4 plateformes en même temps, c'est un gain de temps et c'est un gain de visibilité, puisque TikTok a un algorithme qui permet, en fait, il est en hyper croissance, donc c'est un peu comme Facebook il y a 10 ans où on publiait, on avait beaucoup d'interactions. TikTok, en fait, a réussi ce pari-là, et on voit que les autres plateformes font la même chose, et il faut voir, en fait, que ce format vidéo vertical, ça marche sous recommandation, c'est-à-dire qu'on va être découvert auprès de personnes qui ne nous connaissent pas.
D'où à ne pas faire l'erreur de créer du contenu comme si notre audience nous connaissait. Il faut comme si en fait on partait de zéro. Donc il y a une structure à avoir dans ces vidéos et aussi des thématiques à aborder qui vont être beaucoup plus, on va dire, très vulgarisées. Puisque on peut tomber sur en fait n'importe qui, mais c'est un très bon moyen puisque en termes de visibilité, si on regarde avec n'importe quel compte Instagram de clients ou autres, ceux qui ont la plus de visibilité en termes de format, donc il y a les reels, les photos, les stories, etc. C'est les reels en fait qui arrivent en premier et on voit en termes d'abonnés, il va y avoir peut-être 10-20% et le reste en fait ça va être des personnes qui sont non abonnées à notre compte. Donc s'il y a un moyen pour se faire découvrir le plus rapidement possible en 2022, ça va être ce format-là. Et pour l'instant, pour moi... Sous-entendu, ça peut changer l'année prochaine. Ça pourrait être d'autres médias. Oui, c'est ça. Mais après, pour l'instant, je pense que les entreprises n'ont pas encore conscience de ce format-là, de la pertinence et de la puissance de ce format-là. Et je pense que d'ici les 6 prochains mois, il n'y aura que de la vidéo. Et donc, du coup, c'est aux entreprises aussi à s'adapter, et par rapport même aux prestataires comme nous, de proposer des prestations qui vont inclure ce format-là. Bien, je vais vous poser la dernière question, pas des moindres, je pense qu'elle va intéresser beaucoup de monde, c'est la question des pépettes, à savoir, chacun d'entre vous, donc, vous proposez vos prestations, c'est payant, est-ce que vous pouvez nous donner des idées de ce que coûtent aujourd'hui vos prestations, quel est le budget qu'il faut pour une petite, une moyenne ou une plus grosse entreprise? Est-ce que vous pouvez nous donner simplement des exemples et puis nous parler de manière transparente d'euros? Voilà, tout simplement. Qui veut se lancer? Vous répondrez chacun. Bon, allez, okay, je me Cyril. mouille. Moi, je commence en disant une chose parce que ça arrive que on est contacté et les personnes nous disent j'ai juste besoin que vous passiez 3 photos par semaine sur Instagram. Ça, je réponds pas à ce genre de demande parce que pour moi, c'est pas une stratégie. On va pas dire juste vous fournissez 3 photos. Dans ces cas-là, la personne elle peut le faire d'elle-même. Moi, derrière la façon dont j'ai souhaité que mon agence fonctionne, c'est que nous d'abord, on garantit des créas dedans, donc des éléments qui sont créés pour le client. C'est pas au client de créer l'entièreté des choses. On vient chez lui, on va faire de la vidéo, on fait des contenus et donc il faut qu'il y ait ça dedans. Et c'est inclus dans la prestation. C'est-à-dire que s'il veut le créer par ailleurs avec un photographe ou avec des vidéastes, ça peut se faire. Je vais être plus en complémentarité sur de la stratégie et ce sera forcément moins cher. Mais vu qu'il y a de la créa, c'est sûr que ça revient un petit peu plus cher. Nous, on a des solutions qui sont sur notre site internet, donc c'est pas difficile de les trouver, dépendamment du nombre de réseaux qu'il faut gérer, dépendamment du nombre de communications qui sont brandées, comme je viens de l'expliquer, et dépendamment s'il y a de la vidéo ou pas, parce qu'évidemment, ça prend plus de temps. Ça va entre 400 et 1000 par mois. Ça dépend vraiment du nombre de réseaux et du nombre de créas qui sont demandés pour mon entreprise. Ouais. Vos clients sont des TPE, PME, des ETI, des grands comptes? Alors, majoritairement des TPE, quelques PME et pas... Alors, en général, le souci, parce que c'est arrivé qu'il y ait des PME qui me contactent, c'est qu'il faut avoir les ressources derrière parce qu'ils ont des demandes qui demandent beaucoup plus en général de temps et on n'a pas toujours la capacité dans l'entreprise d'y répondre. Donc, faut que ça matche aussi à ce niveau-là. Ok, merci. Nassim? Donc, pour donner une indication des tarifs, on est sur des accompagnements qui oscillent entre 300 et 1000 euros en moyenne par mois. C'est un mix entre des solutions d'ajout de contact en continu, des scénarios de prospection, de l'organisation de webinaires et dans certains cas, rédigés pour le compte des personnes. Donc ça va dépendre au final de là où on est la personne en question, l'entreprise que l'on accompagne, pour définir l'accompagnement idéal. On travaille avec des TPE, PME, mais aussi beaucoup de consultants, de coachs, formateurs et beaucoup de professionnels qui travaillent en B2B. Et on lance ce mois-ci un programme de formation pour les personnes qui n'ont pas envie d'externaliser ces actions-là, afin qu'elles puissent monter en compétences rapidement. Et là, on est sur un accompagnement de plusieurs mois à 1 500 euros aujourd'hui. Merci pour votre transparence. Rémi? Ça va dépendre effectivement de l'objectif et de la cible, puisqu'on accompagne à la fois les entrepreneurs, mais ça va être des entrepreneurs qui soit débutent, c'est-à-dire lancent leur activité et veulent utiliser les réseaux sociaux comme un canal d'acquisition. Et donc là, il y a déjà une première sensibilisation à faire, ou alors d'autres qui vont être déjà beaucoup plus avancés. Et du coup, là, on va travailler plus sur la partie prospection. Donc ça, c'est la partie, on va dire, formation. Donc ça peut aller entre 1000 et 2000 euros sur un accompagnement de plusieurs mois. Ou alors sur des prestations de services. Et évidemment, ça va dépendre aussi de si on intègre à la fois la communication et la publicité, puisqu'on a cette double compétence-là, sachant qu'à chaque fois, il faut bien sensibiliser aussi de dire, effectivement, il y a notre prestation, mais aussi il y
aura un budget pub qui va être donné, on va dire, aux plateformes. Et ça à inclure, en fait, c'est à votre charge. Et ça, c'est on va dire, des prestations, effectivement, qui peuvent aller entre 500 et 1500. Julie ? Alors, pour être peut-être un peu plus précis, si on part sur un canal de communication, on part sur 2-3 publications par semaine. Moi, ça commence à partir de 500 €. Après, moi, je suis en freelance, j'ai pas les mêmes statuts que les 3 personnes avec moi. Mais donc voilà, le début, c'est 500 €. Après, ça peut monter pareil jusqu'à... Pas de limite. Voilà, pas de limite. Alors, ce que je retiens, c'est qu'entre 300 et 2000 en fourchette basse, fourchette haute, c'est un budget qui permet d'avoir une communication digne de ce nom aujourd'hui pour une entreprise TPE ou PME-PMI. Ce que je peux vous dire, que je connais un certain nombre de TI qui dépensent à peine plus que ça pour entretenir aussi une communication, je veux dire, à peu près digne de ce nom. Donc voilà, ça peut répondre déjà à quelques-unes de vos interrogations. Donc maintenant, il nous reste 5 minutes pour les questions-réponses. Donc si vous avez des questions, je les reformulerai au micro pour que le live puisse entendre. Donc c'est toujours la première, la plus difficile. Allez-y. Oui ? Alors, les conseils principaux qu'on donnerait à un jeune auto-entrepreneur. Qui veut répondre ? Dans la com ou pas dans la com ? En général. Ok. Alors, c'est assez large, mais je dirais faire attention au profil que tu as, notamment sur LinkedIn. Alors, après, ça dépend, un jeune entrepreneur, dans quoi, dans quel secteur d'activité, etc. Mais travailler sur... qui sont, encore une fois, qui sont tes potentiels clients. Et ensuite, après avoir défini ça, te demander où sont donc ces clients-là. Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn ? Est-ce qu'ils sont sur TikTok ? Sur Instagram ? Est-ce que c'est plutôt plus facile de faire de la publicité ? Est-ce qu'il faut créer un site internet, etc., etc. C'est la première, je pense, étape. Et aussi, bien entendu, étudier ton environnement, étudier tes concurrents, étudier en fait le marché pour savoir où est-ce que tu vas mettre les pieds, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence ou pas, pour te différencier aussi de tes concurrents. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, madame. Quand est-ce que vous décidez d'abandonner une stratégie de communication ? Alors, C'est un peu vaste. Est-ce que vous avez des exemples de moments où vous avez dit, bon là en fait ça ne marche pas, tant pis, j'abandonne ? Alors, je reformule. À quel moment il arrive que l'on abandonne une stratégie de communication au profit d'une autre ? En fait, faut jamais l'abandonner, il faut toujours en fait l'optimiser, mais ça c'est au quotidien. De toute façon, il n'y a jamais quelque chose d'ancré. Une stratégie que tu vas pouvoir mettre en place, elle va évoluer au fil du temps, elle va évoluer par rapport au retour que tu as. Et ce qui marchait il y a 3 mois marchera peut-être pas aujourd'hui. Et peut-être qu'il y a un contenu, un type de contenu qui va beaucoup plus intéresser si on parle que sur les réseaux sociaux et se focaliser là-dessus et d'arriver à trouver ce qui marche. Et toujours, en fait, tu es constamment en train de tester. Il faut se dire que ta stratégie de communication, elle n'est jamais ancrée parce qu'il y a de nouvelles, on va dire, techniques, le changement d'algorithme, etc. Et donc, toujours optimiser et analyser un petit peu ce qui fonctionne. Jamais abandonner, te dire, ça marche pas. Teste-le sur une durée, on va dire, ça peut aller de 2 semaines à 1 mois, où tous les mois déjà tu vois un petit peu ce qui a marché. Parce que des fois, quand tu es en train de communiquer, tu as un peu la tête dans le guidon et donc tu te rends pas forcément compte de clairement ce qui marche. Et puis tu es un peu dans l'émotion parce que tu vas publier, tu vas dire ah bah tiens ça va pas marcher. Et au final, sur une plus grande période, tu vas te rendre compte en fait de réellement ce qui marche et tu vas pouvoir optimiser dans le temps. Merci. Une question encore ? Il nous reste une petite minute. Oui ? Alors, on pose la question de la multidiffusion, la possibilité avec un canal de
communiquer sur différents canaux. Moi, Il a dit tout à l'heure sur les réels, en l'occurrence, aujourd'hui, le format court filmé vertical, il a été déployé dans la plupart des réseaux sociaux. Moi, je suis partisan que quand on fait une vidéo, ça nous prend du temps et qu'on a mis de l'énergie et de la réflexion, de le diffuser at large, c'est-à-dire dans la plupart des éléments, en sachant que ça va peut-être fonctionner sur un seul des 3 ou des 4, mais qu'au moins on se donne la chance au maximum à ce niveau-là. Et est-ce qu'il existe, je complète, des plateformes qui permettent de faire cette multidiffusion? Je connaissais Oui. Outsuite à une époque. Alors oui, il y en a plein, mais le problème c'est que c'est peut-être pas la meilleure idée parce qu'on va vouloir quand même l'accompagner, on va vouloir quand même vérifier et être... Pour moi, je pense qu'il faut être manuel aussi là-dessus parce que c'est un peu facile de se dire je pars en vacances, je mets tout dans ce genre de choses et au final je vérifie rien derrière. Si je peux compléter, en effet, la multidiffusion, je suis complètement d'accord. Par contre, il faut faire quand même attention dans le sens où il faut aussi s'adapter au canal de communication et aussi à votre cible. Donc oui, utiliser de la vidéo, c'est bien, mais il ne faut pas faire que ça. Il ne faut pas utiliser le même contenu partout. Par contre, vous pouvez partir du même sujet, de la même thématique et créer des contenus différents avec des formats différents. Comme ça, voilà, c'est... Nassim ? Réflexion, où sont les clients? Quelles plateformes ils utilisent? Par exemple, si les clients ne sont que sur LinkedIn, ça ne sert à rien de s'embêter à relayer le même contenu sur d'autres réseaux. Du moins, si on doit faire des arbitrages quand il s'agit de gérer une journée, sur quoi est-ce qu'on communique et comment est-ce qu'on communique. La dernière question, éventuellement. Oui. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Twitter, donc quid de Twitter? Est-ce que c'est un média comme un autre aujourd'hui en B2B, B2C, B2B2C? Alors moi j'ai des clients qui effectivement, je ne vois pas leur audience forcément venir sur Twitter. C'est parfait pour le microblogging, pour l'instant live, pour les grands groupes et les PME, mais mes clients n'ont pas forcément de répercussions sur Twitter. C'est un réseau que moi je regarde personnellement parce que ça m'intéresse et j'y apprends énormément de choses, mais je ne crois pas que pour la plupart de mes clients ce soit nécessaire. Ça dépend vraiment parce que Twitter, c'est le média de l'instantanéité et de l'actualité. Donc, il y a énormément, par contre, de médias, tout ce qui est journaliste et aussi les institutionnels. Donc, des fois, ça peut être très intéressant. Et après, il y a certaines tendances aussi qui émergent, le sport notamment, en ce moment. Donc, ça dépend. Et si je peux rajouter une réponse par rapport à ta première intervention, privilégie le réseau, tu vas interagir le plus rapidement avec les personnes. Et même, sors du digital et interagis comme tu le fais aujourd'hui avec d'autres personnes. C'est ce qui va te donner on va dire, plus de clarté par rapport à ce que tu fais, ton offre, qu'est-ce qui déclenche des réactions. Et forcément, quand tu utilises les réseaux sociaux, c'est les actions que tu vas mettre derrière auprès de personnes qui vont t'apporter quelque chose. Ce n'est pas le réseau en lui-même. Belle conclusion. Merci Nassim. Écoutez, on va s'arrêter là. On va rester disponible si vous le désirez, donc ici sur le plateau. Et nous vous remercions beaucoup. Merci beaucoup.